Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 7e jour du calendrier de l'Avent. On va faire un effort, on va pas trop traîner parce qu'à chaque fois mes vidéos c'est des trucs à rallonge. Donc on va y aller tout de suite. Le chat. Charmant. Oui, t'es beau. Tu viens? Viens là, voilà. Viens là. T'es bien. Il monte son cul. Très gentil, merci Charmant. Alors, donc, on va commencer par la première catégorie. C'est le tag ABC. Donc la lettre du jour, c'est G pour Glad. Donc, Glad, pardon Charmant. Ah oui, c'est un roman dont tu es contente d'avoir donné sa chance. Alors, le roman, je vous l'ai préparé juste avant de commencer le tournage, donc vraiment, c'est mon avis là, tout frais. C'est Le Chaînon manquant de Franck Leduc. Le Chaînon manquant, c'est le premier roman de Franck Leduc, donc il faut savoir que c'est tous des one-shots. Vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Et son premier roman venait donc de sortir, et je sais pas, le côté historique m'a plu. Dans ce roman, on est avec une préhistorienne qui est appelée sur un chantier pour organiser des fouilles parce que au moment de creuser la montagne entre l'Italie et la France, ils ont découvert quelque chose d'ordre préhistorique évidemment, puisqu'ils ont demandé une préhistorienne, et donc elle va aller sur place, sauf que en fait, il va y avoir des meurtres, il va y avoir des disparitions, etc. Et donc on cherche à savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on veut empêcher ces fouilles? Qu'est-ce qui se passe vraiment autour de toute cette découverte? Et en fait, mais j'ai été complètement captivée par cette histoire. C'est un gros pavé, hein, c'est un gros bébé qui fait presque 700 pages. C'est le premier roman de l'auteur. À l'heure actuelle, il en a sorti 3. Son 4e sort bientôt. Et de mémoire, son 4e sort l'année prochaine chez Belfond. Je veux pas me tromper, c'est à vérifier, mais de mémoire, il me semble que c'est ça. Et donc, Le Chaînon manquant, en fait, moi j'ai adoré l'histoire. Le côté préhistorique, le côté meurtre en plus, etc. Ça a été génial. En plus, il a cette capacité à donner une place très forte aux femmes et à leur donner un rôle important, un rôle fort, un rôle de femme d'aujourd'hui, pas un rôle éteint, effacé. Et vraiment, il met en avant les femmes et d'autant plus dans Cléa, son troisième roman, ça a été extraordinaire ce qu'elle a fait. Et donc, Le Chaînon manquant, pour moi, je le mets vraiment sur le livre que j'ai été le plus contente d'avoir découvert parce que on en a très très peu parlé à l'époque. Ça a été vraiment une pure découverte. Ça a été un coup de bol de l'avoir vu passer, d'avoir vu passer la pub à un moment donné, de me dire ah tiens ça a l'air pas mal, et de me laisser tenter et d'y aller l'esprit ouvert à me demander, à même pas me poser de questions, juste à foncer dedans. Et et en fait, je suis super contente parce que déjà, du coup, j'ai rencontré quelqu'un de génial. Franck Leduc est quelqu'un d'adorable, vraiment. Et en plus, j'ai découvert du coup une plume vraiment belle parce que ces deux autres bouquins sont dans la même lignée. Ils sont très bons au point que même quand j'avais laissé Cléa à ma mère, ça a été pareil. Même ma vie, elle a adoré Cléa, elle l'a trouvée super. Et, euh, et du coup, je suis contente parce que ça a permis de découvrir et aussi de faire découvrir ce livre parce que j'en ai énormément parlé à la sortie. Ça a été pour moi un gros coup de cœur, ce Chaînon manquant, et je suis vraiment ravie d'avoir découvert et d'avoir été à la rencontre de cette histoire et de cet auteur et bah voilà, de pouvoir vous en parler aujourd'hui parce que c'est le genre de livre qu'on sort de derrière les fagots qui est là, qu'on ne se souvient plus forcément, qu'on n'a pas vu passer, dont on parle très peu. Et en fait, je trouve ça vraiment dommage parce qu'il est très qualitatif. Donc voilà, si vous avez un petit peu de curiosité, n'hésitez pas à foncer sur les romans de Franck Leduc, qui sont vraiment très très bons. En deuxième, on parle de l'auteur. L'auteur que j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, c'est Mathias Copping. Alors, Mathias Copping, il faut savoir que c'est une personne adorable. Mathias,
c'est une énorme histoire d'amour en fait. J'ai rencontré Mathias au Mine Noir 2018, en 2018 et en fait il faisait donc partie des auteurs qui étaient invités. Et, euh, et je me souviens quand je l'ai rencontré, je me suis dit mais c'est pas Mathias Coping. En fait, quand on lit Les Démoniaques, on s'attend à avoir un mec baraqué, un mec rasé, tatoué, barbu, enfin un truc impressionnant, un vrai molosse quoi. Moi en vrai je m'attendais à avoir quelqu'un qui allait me rentrer dedans vraiment du caractère et tout. Et en fait je rencontre une personne absolument adorable, qui me dit alors t'as lu Les Démoniaques? Et je lui dis mais ouais, et t'as aimé? Non. Et c'est parti de là. Et c'est parti de là, elle m'a dit, bah écoute, pas de souci, moi je veux discuter avec toi, je veux savoir pourquoi t'as pas aimé, je veux qu'on en discute tous les deux. Et ça a été vraiment ce choc, cette ouverture d'esprit qu'il a fait face à mon avis, face à mon ressenti. Il a, il a fait vraiment ce travail d'écouter ce que je lui disais et de ne pas se vexer, de pas m'en vouloir, de pas je sais pas, il y a vraiment eu ce moment privilégié avec Mathias Coping et je crois que depuis ce moment-là en fait on a créé un lien très fort parce que j'ai été honnête avec lui et que lui a su être ouvert à ce que je lui disais. Et depuis, Mathias Coping fait partie de mes chouchous. Et vous voyez comme quoi c'est marrant, comme quoi on peut ne pas aimer ce que quelqu'un écrit et pourtant adorer la personne. Et en fait, Les Démoniaques en soi, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que c'était trop dur et trop noir pour moi. Ça a été trop. C'était dur, et après, je suis partie donc sur son deuxième roman, Le Manufacturier. Et là, Le Manufacturier, alors ça a été compliqué. Je me suis arrêtée, je ne sais plus, je crois que c'était au bout de 180 ou 200 pages. Et là, j'ai dit stop. Alors, Les Démoniaques, on est sur du proxénétisme en Normandie. Le Manufacturier, on est quand même sur des vidéos de meurtres mises en ligne sur le Darknet. Et avec en plus sur fond de trafic de drogue au niveau du Havre. Et c'est quand même quelque chose de... Alors, en soi, vous allez me dire, c'est pas fou. Je veux dire, des vidéos de meurtre sur le Darknet, on peut en lire dans du Tilly, dans du Chatham ou quoi que ce soit. Oui. Sauf que c'est tombé qu'il y avait des filles de 14-15 ans qui se prostituaient pour avoir de la drogue au Havre. Et en fait, ma fille avait 14-15 ans à cette époque-là. Et j'ai dit non, en fait, je pouvais pas. Et c'est de la faute à Mathias. C'était trop bien écrit. C'était écrit d'une façon où c'était réel, où ça sentait la réalité, ça puait la réalité, ça sortait par la couverture de la réalité. C'était tellement... ça paraissait tellement réel, ça paraissait tellement vrai que j'avais l'impression d'être devant le journal télévisé en fait. Et ça m'a bloqué. J'ai eu un blocage et c'est à cause de la qualité d'écriture de l'auteur. Alors vous allez me dire, oui mais attends, t'as arrêté le bouquin et là t'es en train de nous le vendre parce que tu nous dis qu'il écrit trop bien. Exactement. Je suis désolée de vous le dire, mais exactement. Et en fait, je me suis rendu compte que Mathias Coping, j'étais pas forcément capable de l'enchaîner. Charmant. Alors, j'ai envie de vous dire peut-être que j'ai pris en maturité, parce que depuis qu'il est sorti, Le Manufacturier, je veux pas dire de bêtises, ça doit bien faire 4 ans. 3-4 ans à peu près. Je pense. Oui. Et depuis qu'il est sorti, Le Manufacturier, j'ai vieilli et j'ai mûri. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je serais peut-être plus apte à le lire. J'ai peut-être plus de bagages littéraires, je me suis peut-être renforcée et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je le lirai peut-être pas de la même façon. D'ailleurs, ça serait peut-être sympa à le retenter, de lancer un petit challenge comme ça, de retenter Le Manufacturier. Et je pourrais peut-être vous le faire en vidéo avec... Ouais, ça peut être des idées à creuser. Bref, tout ça pour dire que, en fait, Mathias Coping, je peux le lire, mais par parcimonie.
Et donc en fait c'est tout naturellement que je me suis procuré Macadam, son dernier bouquin chez Magnus. Et là en fait c'est sympa parce qu'on est sur des nouvelles. Et on est sur des nouvelles qui sont illustrées par Marceau. Et alors franchement on arrive sur quelque chose de vraiment génial. Moi j'ai adoré, hein. Je mets des post-it à chaque fin de nouvelle. Parce qu'en plus c'est un peu illustré. Voilà, donc on a des trucs qui vont avec le qui vont avec les nouvelles. Et le fait que ce soit des nouvelles, ça me permet de les alterner. Ça me permet d'en lire une de temps en temps. Quand je sens que j'ai envie d'un truc bien costaud, tout ça, je fonce là-dessus. Et du coup, alors, vous allez me dire, t'as pas beaucoup avancé, j'en suis à la moitié quand même, ce qui est énorme pour moi. Hein. D'arriver à la moitié d'un match scoping, c'est quand même un grand effort. Et le fait que ça passe en nouvelle, vraiment, ça passe super bien. Donc du coup, j'apprécie vraiment cette lecture. Alors, je vous en ferai un retour un jour, quand j'aurai fini, mais j'aime bien glisser dans... entre deux bouquins plus cool. Voilà. Donc, en tout cas, si vous avez l'occasion de rencontrer Mathias Coping en dédicace, en salon, foncez. Vraiment foncez parce que c'est une personne adorable, d'une générosité sans faille, qui a une culture incroyable et vraiment... j'adore, je l'adore et je vous le conseille parce qu'il a une qualité, une plume d'une qualité folle, vraiment. On arrive sur la question. La question du jour, c'est si tu avais une librairie, quel nom lui donnerais-tu? Alors, si j'avais une librairie, d'ailleurs je rêve de ça, je rêve de pouvoir avoir une librairie spécialisée dans tout ce qui est littérature noire, euh, avec un effet salon de thé, etc. à côté, franchement, ce serait le paradis. Ce serait le paradis. Moi, il faut savoir que j'habite dans un désert à ce niveau-là. J'ai des maisons de la presse à 15 minutes de route. Donc je suis toujours obligée de sortir ma voiture. J'ai des maisons de la presse à 15 minutes de route. J'ai aussi... en fait, la première vraie librairie, en quelque sorte, si on peut appeler ça comme ça, c'est l'espace culturel de Leclerc à Boulogne. Et j'ai 45 minutes pour y arriver. Sinon, après, j'ai le Furet du Nord à Calais, à Coquel, à Est Europe. Euh, mais en vrai, des vraies librairies, mais j'en ai pas. J'en ai pas, on est vraiment dans un vide là-dessus. Il y en avait une à Montreuil-sur-Mer qui a fermé. En vrai, c'est dommage. Et niveau bibliothèque, on n'est pas forcément mieux servi. Hein. On a la bibliothèque de Montreuil, oui, mais je suis obligée de faire 15 minutes de route aussi. Et c'est pas forcément fourni dans ce que j'aime. Donc, c'est toujours compliqué. En vrai, pour moi, c'est compliqué de me fournir en bouquins. Et je pense que ça pourrait être quelque chose de très sympa d'avoir un lieu comme ça, librairie, mais aussi jeux de société, salon de thé, etc. J'en rêve un jour. Et si je devais lui donner un nom, j'aime beaucoup l'idée de l'appeler Storybook. Euh, Parce que Cucu la praline, Chacha lit beaucoup de trucs dégueulasses. Chacha lit Chacha lit du Mathias Coping et elle adore regarder Once Upon a Time. C'est des trucs mais complètement à l'opposé. Et alors moi les Once Upon a Time je suis fan, j'adore ça. Le truc des contes de fées en réalité etc. Qu'en fait c'était un autre monde et tout, je trouve ça super. On est gaga, ça fait au moins 3 fois qu'on regarde la série. Et, euh, et en fait du coup leur ville s'appelle Storybrooke. Et j'aime ce lien, ce côté, ils ont fait ça en rapport avec les contes de fées. Et du coup, moi, en vrai, je pense que si j'avais une librairie, je l'appellerais Storybook. Euh, je pense que c'est vraiment ce qui me plairait. Ouais. Après, ça fait pas très noir, hein, mais ouais, je crois que c'est un nom qui me correspond, en fait. Et enfin, dernière catégorie, le top 3. Le top 3 du jour, c'est mon top 3 SF fantastique. Alors, j'ai pas un énorme bagage là-dedans. Du coup, ça a été assez difficile de choisir parce qu'au final, j'ai pas eu beaucoup de choix. Mais j'ai essayé de varier quand même. Premier livre à vous présenter sur mon SF top 3. Alors, bien sûr, il n'y a toujours pas d'ordre de préférence. Hein. Et c'est 3 livres qui me viennent comme ça, mais je suis sûre que d'ici quelques temps, j'aurais pu avoir d'autres idées. Bird Box de Josh Malerman. Bird Box a été adapté sur Netflix en film, je sais pas si vous l'avez vu, c'était avec Sandra Bullock.
on est sur un monde posta où en fait, quand les gens sortent de chez eux, regardent dehors, etc., ils finissent par devenir fous et par se tuer ou par tuer quelqu'un. Voilà. Donc du coup, les gens s'enferment chez eux, barricadent tout et commencent à se déplacer avec des bandeaux. Donc là, on est avec... comment elle s'appelait? Mallory. On est avec Mallory qui est du coup à élever seule ses enfants. À l'abri de tout ça, qu'elle leur a appris à mettre le foulard, qu'elle leur a appris à se fier au son, et parce que du coup, vraiment, le moindre coup d'œil dehors, même à travers une caméra, peut rendre fou. Et alors, moi j'ai beaucoup aimé ce côté posta déjà, et ce côté... bah c'est tout doux, ça commence tout doux, vraiment on se questionne de ce qu'on voit, parce qu'on voit pas, du fait que eux-mêmes ne peuvent pas voir. Donc du coup, c'est quand même très compliqué parce que on ne sait pas vraiment ce à quoi ils ont affaire et eux non plus. Et donc on est obligé de se fier à autre chose, on est obligé de se fier à ce qu'ils entendent, à ce qu'ils perçoivent. Et il y a des scènes qui sont vraiment très dures et je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à les voir là, je pensais que ça allait rester sur la même longueur. Et en fait, j'ai vraiment été surprise à certains passages, j'ai vraiment adoré cette histoire. Je l'ai trouvée vraiment très bien. Et j'ai vu le film après, quelques mois après, j'ai regardé le film sur Netflix. Et je dois dire que l'adaptation est vraiment pas mal. Après, moi j'aime beaucoup Sandra Bullock. J'aime beaucoup son jeu. Elle est capable de faire plein de personnages, du loufoque jusqu'au très sérieux, à l'angoissé, etc. J'aime beaucoup son jeu d'actrice et je trouve que c'est un très bon choix de l'avoir mise dans ce film. Donc cette adaptation est relativement assez fidèle au bouquin. J'ai trouvé ça pas mal. Bon, forcément, il y a des scènes qui diffèrent parce que ça peut pas exactement se passer comme dans le bouquin, c'est toujours une adaptation, mais j'ai trouvé que ça tenait vraiment la route par rapport à ce que moi j'avais lu. Donc, pourquoi pas? En tout cas, moi je vous le conseille, ça se lit super bien, c'est très aéré, beaucoup de dialogue, beaucoup de tout ça, et vraiment, je trouve que c'est un très bon posta. Ensuite, je vous ai choisi Seul sur Mars de Andy Weir. Alors, Seul sur Mars, moi j'ai commencé par voir le film avec Matt Damon et j'ai adoré le film, j'ai trouvé super et du coup je me suis procuré le bouquin et j'ai été hyper surprise, mais vraiment agréablement surprise, de me rendre compte à quel point le film était fidèle au livre. Parce que dans le film, je sais qu'il y a certaines phrases qu'il va dire qui sont dans le livre et en fait, j'ai beaucoup aimé. Et vraiment, je trouve que l'adaptation est très bien réussie parce que cette solitude qu'on ressent avec l'astronaute, parce qu'en fait, du coup, on est avec un astronaute, un groupe d'astronautes qui étaient partis sur Mars faire des prélèvements. Donc voilà, ils sont tous, alors je sais plus combien ils sont, 6 je crois. Ils sont sur Mars et il y a une grosse tempête qui débarque. Ils repartent tous à la fusée qui commence à basculer et Matt Damon se fait blesser. Et il part, il est envolé avec sa combinaison. Je vous spoile rien, c'est le début. Il s'envole avec sa combinaison et ils le prennent du coup pour mort. Il est trop loin, sa combinaison est abîmée, etc. Et du coup, ils le prennent pour mort et ils finissent par décoller sans lui parce que la fusée bascule et qu'elle risquerait de tomber. Donc il décolle et en fait, eh ben, il est pas mort. Et du coup, il se retrouve tout seul sur Mars. Et il va devoir s'adapter parce que il a des rations, oui, mais pas pour tout le temps, pas indéfiniment en tout cas. Il est quand même très loin de la Terre. La fusée est repartie en direction de la Terre. Donc comment est-ce qu'il va faire? Comment il va s'adapter? Comment il va essayer de communiquer? Comment il va... Mais, euh, mais j'ai trouvé ça génial. La façon dont ça a été créé, la façon dont ça a été recherché, j'ai trouvé ça super. Et j'ai vraiment adoré cet auteur, Andy Weir. D'ailleurs, j'ai même lu Artemis pas très longtemps après, qui est aussi sur une histoire de station lunaire, que j'ai trouvé très bien foutu aussi. Et vraiment, c'est un auteur que j'adore lire pour tout ce qui est thriller, suspense dans l'espace. Voilà, moi j'ai vraiment adoré. Seul sur Mars, ça a été des moments d'angoisse et des moments de rire parce que le personnage principal est
très drôle, parce qu'il y a des situations vraiment cocasses, parce que c'est un tout, mais j'ai vraiment adoré cette lecture et je vous la conseille. Troisième livre, Contes de fées de Stephen King. Donc là, je suis plus sur du fantastique, évidemment. On est avec un jeune homme de 16-17 ans qui, en passant en vélo pour aller au lycée, je crois, ou pour rentrer chez lui, entend un chien aboyer très fort, et du coup il s'inquiète, il sait que c'est un vieux monsieur avec son chien, et il s'arrête, et en fait du coup il se dirige vers les aboiements, et, et en fait le monsieur est tombé, il s'est fait mal, etc. Donc il appelle les pompiers, et il va développer un lien, une affinité avec ce monsieur. Mais en fait, ce monsieur est un peu spécial, il a des secrets, et on va les découvrir donc avec le garçon. Et alors, j'ai tendance à dire que moi, par exemple, des livres comme Bazar, j'ai pas aimé parce que c'est trop long, trop de longueur, trop d'histoires secondaires qui en rajoutaient des tonnes et des tonnes et des tonnes. J'ai largement préféré des livres comme Misery, qui étaient beaucoup plus directs, etc. J'avais adoré l'Outsider, j'avais adoré l'Institut, donc je suis vraiment plus... j'aime beaucoup plus les nouvelles traductions de Stephen King. D'ailleurs, il faudrait que je pense à m'offrir, parce que je vais me l'offrir celui-là, je crois, le Shining avec la nouvelle traduction, qui peut être vraiment très intéressant pour moi. Et en fait, Contes de fées, ça a été un bouleversement. Ça a été une lecture extraordinaire. Je me suis jetée dans cette histoire. Ce garçon, je l'ai aimé, ce petit vieux, je l'ai aimé, ce chien, je l'ai aimé, et toute cette histoire autour, tout ce qu'il va découvrir, tous les secrets, etc., je les ai aimés. Ça a été quelque chose de superbe et de très poignant et de très fort, et cet imaginaire dont est capable Stephen King, c'est génial. Et en fait, j'aimerais bien voir une série adaptée de ce bouquin. Je pense qu'en série, ça pourrait être vraiment pas mal. En film, non, mais en série, pourquoi pas, ça pourrait être vraiment quelque chose de super. Euh, ouais, vraiment, je pense qu'il y a matière à faire. Ça a été... je sais pas pourquoi celui-là, je sais pas, mais il m'a bouleversée. Il m'a vraiment captivée, j'ai été à fond dedans. Alors, j'ai eu un petit mou sur une centaine de pages au milieu, mais avec le recul de la lecture, avec les pages suivantes, quand l'action a repris, j'ai compris le pourquoi. J'ai compris que c'était une transition nécessaire entre vraiment les deux parties du livre, et parce que pour moi il y a vraiment deux parties distinctes au livre, et il y a vraiment cette transition qui est nécessaire. Et en fait ces 100 pages du coup où j'avais tendance un peu plus à souffler parce que ça bougeait pas, je pense avec le recul qu'elles étaient justifiées. Mais j'ai pris une claque monumentale avec ce bouquin. Je l'ai adoré. Ça a été un énorme coup de cœur cette année. Contes de fées de Stephen King, pour moi, c'est vraiment une petite pépite à lire. Une plongée dans le monde fantastique. Quelque chose, mais vraiment de parfaitement dosé. Et pour moi, c'est un des meilleurs que j'ai lus. C'est vraiment un de ceux qui m'a le plus captivé, qui m'a le plus embarqué. Voilà donc pour notre 7e vidéo du calendrier de l'Avent. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des idées, si vous aussi vous voulez nous donner votre avis sur les questions, sur les tops, etc., n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous. Et je vous dis à demain sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Bye bye!